léger retard pour cette table ronde sur un sujet très sensible. Alors, la Grèce est-elle sous tutelle ? On a mis un point d'interrogation. Je pense qu'on aurait pu ne pas mettre le point d'interrogation, parce que de fait, la Grèce, aujourd'hui, est un pays qui est, pour tout ce qui regarde sa politique économique, donc avec tout ce qui en découle, sous tutelle de l'Union européenne. Et le troisième plan de rigueur, adopté le 26 et 27 octobre, le montre à nouveau. Et Georges Papandréou avait à un moment, nous en parlerons dans le débat, pensé faire un référendum, ce qui était peut-être, c'était l'occasion effectivement de consulter le peuple, de réintroduire la démocratie, mais c'était peut-être pas le meilleur moment. Ensuite, il a démissionné, un gouvernement d'union nationale s'est fait, on en parlera dans le débat, avec aussi un fait qui a été un peu sous-estimé ou passé un peu au second plan, qui est l'entrée dans la coalition du Laos, qui est l'extrême droite, qui est une extrême droite très dure, par rapport à laquelle le Front National paraît bien fade, un parti qui a des relents xénophobes et quasi antisémites, et même ouvertement antisémites. Alors, nous allons parler donc de cette situation, de comment la Grèce en est arrivée là. Alors, dans son texte de présentation, Yanis Pretenderis, qui est éditorialiste à Tofima et à Tanea, qui sont deux des principaux quotidiens grecs, soulignait très justement qu'il y a une triple faillite de la Grèce. La faillite de sa classe politique, qui a été irresponsable, aussi bien la droite que la gauche, et Dora Bakoyannis, ancien ministre des Affaires étrangères, qui est là, le sait mieux que quiconque, au point que justement elle a quitté le parti qui avait été le sien depuis très longtemps, qui était la Nouvelle Démocratie, justement critiquant cette irresponsabilité de son actuelle direction avec Antonis Samaras de refuser de prendre des décisions courageuses et les dérives populistes. Alors, nous allons maintenant à la fois parler donc de est-ce qu'un pays qui est sous tutelle reste encore un pays souverain ? Nous allons parler aussi de l'échec ou non de ces politiques imposées, parce que le résultat, plan de rigueur après plan de rigueur, pour le moment, ne donne pas les résultats escomptés. Et ce sont tous ces thèmes donc, que nous allons évoquer. Alors, je vais peut-être donner la parole en premier à notre ministre des Affaires européennes, Jean Leonetti, qui, dans le texte d'introduction, soulignait quelque chose de fondamental, qui est la Grèce, mais qui va au-delà de la Grèce, que être dans l'Europe, et les Grecs, on rappelle dans les sondages qu'encore en majorité, ils sont pour être dans l'Europe, que être dans l'Europe, que la zone euro, avec ce que ça implique aujourd'hui face à la crise d'intégration croissante, implique évidemment des droits, mais aussi des devoirs. Et je lui poserai comme première question, est-ce que finalement les Grecs ont un peu manqué à leurs devoirs, mais est-ce qu'il n'y a pas eu de la part des Européens un certain déficit de solidarité ? Alors même si l'Allemagne au début était très fâchée pour le trucage des comptes, mais est-ce qu'il n'y a pas eu aussi là-dessus des torts partagés ? Alors je prierai chacun des interlocuteurs de parler une dizaine de minutes maximum chacun pour qu'ensuite on puisse se répondre et ensuite dans la dernière demi-heure la parole sera à vous. Donc voilà, la parole à M. le ministre qui en plus doit partir un tout petit peu avant, donc raison de plus de le faire parler en premier. Mais comme c'est un forum, je vais essayer de faire très court pour qu'il y ait beaucoup d'échanges. La question que vous posez, d'abord vous dites qu'est-ce que c'est qu'une tutelle ? Moi qui suis médecin, je sais ce que c'est que mettre quelqu'un sous tutelle. Ça veut dire qu'il est en incapacité et que quelqu'un, pour le protéger, vient décider à sa place. C'est pour ça que je pense que, bien que la Grèce ait perdu une partie de sa liberté de décision, l'Europe n'a pas mis la Grèce sous tutelle. D'abord parce que c'est toujours le peuple grec qui a un parlement et c'est le parlement qui décide. Et sur l'idée que vous avez évoquée de référendum, la France a toujours été excessivement prudente sur le fait que chaque peuple peut recourir de la façon dont il le souhaite à l'assentiment du peuple sur les décisions qu'il prend. Et personne ne conteste que la Grèce est une vieille et grande démocratie. Pour autant, on voulait simplement appeler le peuple grec et les dirigeants grecs de la majorité comme de l'opposition sur une évidence. C'est qu'à un moment donné, on a cet équilibre que vous évoquiez de droits et de devoirs. Et que la solidarité, elle doit obligatoirement s'assortir d'une discipline budgétaire. Le débat sur est-ce que la discipline était trop marquée, est-ce qu'elle n'était pas assez marquée, ce qu'il faut avoir
à l'esprit, en dehors de ce débat, c'est qu'il ne peut pas y avoir la solidarité sans la discipline. La solidarité sans la discipline, c'est le laisser aller. Et c'est peut-être plus encore que le manque de solidarité qu'on peut reprocher à l'Europe, c'est de ne pas avoir décelé les éléments qui pouvaient paraître évidents, que la Grèce n'était pas en train de trouver les éléments de croissance qu'elle aurait dû trouver avec la solidarité européenne qui s'exerce au travers de l'euro depuis une dizaine d'années. Et moi, j'aime pas trop toujours chercher et qui est coupable, etc. Il n'y a pas un peuple européen qui n'a pas une part de culpabilité. Et comme c'est des démocraties, ça n'est pas que les partis politiques qui ont été successivement au pouvoir. Je me rappelle que chaque fois, rappelez-vous Raymond Barre, rappelez-vous Alain Juppé, chaque fois qu'un homme politique est arrivé et a dit maintenant il faut arriver à mettre de la rigueur parce qu'il y a des comptes qui dérivent pour la France, eh bien ils ont quand même été excessivement discrédités au moment où ils l'ont dit et généralement pas été élus. Donc enlevons qui est coupable. Posons-nous la question, comment on peut arriver à faire en sorte que, dans un équilibre de droits et de devoirs, et donc de discipline budgétaire et de solidarité, on arrive non pas à bloquer un système, mais à trouver le troisième ingrédient, c'est la croissance. Et donc on sait que la rigueur excessive peut entraîner la récession, et que la récession, elle entraîne le malheur des populations et des plus faibles. Mais on sait aussi que la solidarité sans la discipline, ça amène à la faillite financière des États. Et donc la voie de demain, c'est la voie de l'équilibre. Et ne nous y trompons pas, la Grèce est un élément peut-être plus visible que les autres. Mais tous les peuples européens auront à avoir cette double préoccupation de solidarité. L'Europe dit « je ne laisserai pas tomber la Grèce » et le peuple grec continue à dire « je veux être européen ». C'est fort, ça. Et en même temps, cette solidarité s'assortit d'une discipline. Alors après, on peut dire « l'Allemagne, elle est pour la discipline, la France est pour la solidarité ». Ne caricaturons pas là non plus. Quand on va dire ce que je pense profondément, qu'il faut aller vers une étape de fédéralisme économique, financier, et franchir ce saut fédéraliste. Qu'est-ce que c'est d'autre que de dire « j'accepte une loi, une règle contraignante qui va me permettre d'être totalement solidaire ». C'est un peu ça. Et est-ce que je perds ma souveraineté lorsque j'ai délégué une partie du pouvoir de contrôler, que je ne suis pas dans une dérive ou dans une autre? Moi, je suis maire d'une ville qui, d'ailleurs, est d'origine grecque et qui, d'ailleurs, est jumelée avec une belle ville grecque qui s'appelle Olympie. Je ne peux pas faire un budget en déséquilibre. Et pour autant, est-ce que je me sens pas libre avec le conseil municipal je vote mon budget? La liberté, Rousseau dit que c'est la loi que l'on s'est soi-même prescrite qui donne la liberté. Eh bien, si les peuples européens prennent conscience de leur destin commun et de cette solidarité avec cette discipline commune adaptée à chaque pays, alors à ce moment-là, peut-être on aura une Europe nouvelle qui se mettra en place et on se sentira tous un peu sous tutelle, mais sous une tutelle d'une obéissance à une discipline qu'on s'est soi-même imposée et qui est dans l'intérêt des peuples européens. Merci. Alors maintenant, je vais passer la parole à Dora Bakoyannis, ensuite à Yann Pretenderis en tant que représentant du peuple, vu qu'il n'est pas... en tant qu'éditorialiste. La question, nous, à la rigueur, l'opinion. La question que je vais Juste poser... un mot, oui. L'éditorialiste n'est pas le représentant du peuple. Le représentant du peuple dans une démocratie, c'est l'élu. C'est la voix. Voilà. Non, c'est une voix. Voilà, hein. Vous avez raison. Vous avez techniquement raison. Voilà. Je n'ai pas techniquement raison, j'ai politiquement et démocratiquement raison. Absolument. Donc, je vais poser la question à Dora Bakoyannis, qui me connaît, donc un peu provocatrice. La question, est-ce que la Grèce est encore un État souverain?
Ah oui. Et une autre question incidente, est-ce que la Grèce, selon vous, a manqué à ses devoirs, notamment la classe politique, en tardant à ce point à faire cette union nationale qui s'est faite très rapidement en Italie, là aussi sous la pression des marchés, mais avec beaucoup plus de rapidité? Bon, laissez-moi d'abord vous remercier d'être ici et de ne pas avoir perdu l'intérêt à la Grèce après 2 ans assez difficiles que la Grèce a passés. La Grèce est un pays indépendant, à mon avis, complètement, parce que les Grecs peuvent choisir une autre route. Ils peuvent, s'ils veulent, dire « merci beaucoup, on en a marre, on ne veut plus votre discipline, on ne veut plus votre conseil, on ne veut plus votre argent, on sort de l'euro et on reste une île indépendante, très pauvre, mais indépendante. » Et digne. Bon, et digne. Bon, et il y en a des Grecs aujourd'hui qui pensent comme ça. Nous, le reste, ne pense pas comme ça. Nous voulons une Grèce européenne. Nous voulons une Grèce au sein de l'euro. Nous voulons une Grèce avec une discipline budgétaire. Vous avez absolument raison. Mais nous voulons aussi une Grèce qui est solidaire. Et là, je crois que la discussion va commencer. Et Mme Merkel demande de nous tous d'avoir la règle d'or. Bon, la règle d'or, c'est très bien, et c'est très difficile, mais on va avoir une discipline budgétaire. Mais si les traités ouvrent, ils ne peuvent pas ouvrir que pour la règle d'or. Donc, il faut qu'il ouvre aussi pour la question de la solidarité. Et là, ça doit être très, très clair. Et permettez-moi de vous dire que nous, qui sommes ou qui déclarent d'être des Européens persuadés, nous voulons une Europe, nous voulons les peuples européens, tous ensemble, de prendre les décisions. Nous ne voulons pas avoir deux États de l'Europe nous dicter la politique de demain. Donc, oui, on a besoin de l'aide aujourd'hui. Oui, on est dans une situation vraiment très difficile comme Grec, mais quand même, l'Europe pour laquelle on s'est battu toutes ces années, c'est vraiment une Europe solidaire où tous ont une voix. Il n'y a pas que 2 ou 3 voix pour cette Europe. Donc, ça sera très important, Monsieur le ministre, pour vous qui allez prendre des décisions, que la discussion des traités sera une discussion où le Parlement européen aura une voix, où on pourra aussi avoir vraiment un forum politique, que ce ne sera pas seulement les décisions des gouvernements. En plus, parce qu'aujourd'hui, pour dire la vérité, on a déjà 2 premiers ministres en Italie et en Grèce qui ne sont pas des premiers ministres élus. Donc, c'est très important que les parlements nationaux et européens ont une voix sur cette question-là. Alors, sur votre deuxième question, la classe politique grecque a complètement échoué. Il n'y a pas question sur ça. Je crois, moi, je suis une partie de cette classe politique. J'appartiens à cette classe politique. Et je peux vous dire honnêtement qu'on a vraiment échoué les derniers 30 ans. Et pourquoi est-ce qu'on a échoué? Je vais essayer de le dire très très vite. Après la dictature, quand on a eu la liberté et la nouvelle démocratie en Grèce, au fait, c'était la droite au gouvernement et la gauche au pouvoir. C'est les idées de gauche qui ont complètement gagné en Grèce. Donc, on s'est mis à avoir des budgets qui étaient des budgets, comment ça s'appelle, en faillite. On en prenait de l'argent, on en prenait de l'argent, on en prenait de l'argent. C'était facile, c'était pas cher. Il y avait l'argent partout, alors on pouvait facilement y avoir accès. Et en plus, donc ça, c'était très bien pour la classe politique, le clientélisme,
le grand État, les armées des partis dans ce grand État, etc. Tout ça, c'était vraiment la raison pour laquelle la Grèce a échoué. Et en plus, je dois vous dire que l'Europe ne nous a pas aidés. Il n'y avait même pas une voix, quand moi j'étais au gouvernement, qui aurait dit, écoutez, il y a quelque chose avec vous qui ne marche pas. Le contraire, le commissaire avant Olli Rehn, en 2008, a fait une déclaration à Athènes en lui disant que notre économie va très très bien en comparaison avec les autres économies de l'Europe qui sont en récession. Donc vous comprenez, il n'y avait personne, il y avait des hommes politiques pendant ces années qui ont essayé de dire, écoutez, ça ne marche pas, c'est 2 et 2, ça fait 4, ça ne fait pas 44, il faut faire attention, etc. Mais ces gens-là, très très vite, ont été décrits comme le diable, le Dracula, des hommes politiques qu'on ne veut pas connaître, et ils sont partis. Donc, oui, on a échoué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mon parti, dès le commencement, il y a 1 an, on parlait de la nécessité d'avoir un gouvernement de coalition, de la grande coalition, pour la simple raison, parce que le programme est très difficile pour les Grecs, et la récession est beaucoup plus grande, donc il y a la nécessité de changer certains aspects de ce programme, mais de l'autre côté, comme c'est un programme qui va changer la société grecque, c'est absolument indispensable, à mon avis, que les partis européens, les partis politiques grecs européens, fassent cet effort ensemble. Parce que sinon, pour un parti seul, ça sera impossible d'imposer la politique nécessaire. Juste un point avant de donner la parole à Yanis Pratenderis. Mais vous, comment vous avez réagi à l'entrée du Laos, donc de ce parti d'extrême droite qui en plus, qui est lié par certains de ses membres aussi à la dictature à 1974, qui est quand même un phénomène unique en Europe. Quand Haider, en son temps, en Autriche, avait été mis dans une coalition, il y avait eu une indignation générale. Là, l'entrée du Laos est quasiment passée dans l'indifférence, alors que le Laos, à bien des égards, est pire. On en parlait hier avec Yanis Pratenderis sur ça. Pour être très, très honnête, on ne les prend pas au sérieux. C'est ça le problème grec. Qu'ils soient au gouvernement est légitime. Oui, bien sûr. Mais comme personne ne les prend au sérieux, même leurs idées fascistes, antisémites, etc., on ne les prend pas au sérieux. Parce qu'on sait, comme on connaît les hommes, vous savez, on est un petit peuple, on se connaît en Grèce. On sait très bien qu'il va changer d'avis d'une façon magnifique dans 2 jours. Vous savez, et c'est ça le problème. Donc, on les laisse prendre part. Bon, on les laisse. On ne nous a pas demandé, mais on n'est pas très fâchés parce que on sait qu'ils ne croient rien de tout ça. Ils essaient d'avoir des votes. Vous savez. Et de l'argent. Et de l'argent, oui, bien sûr. De l'argent de toute façon. Mais c'est ça le problème. Et là, il fallait faire un peu plus attention. Et je disais ça à Yanis hier, que si on se permettrait, si moi je me permettrais une déclaration pareille, ça serait la folie fouilleuse en Grèce. Et il y aurait, M. Pratenderis aurait écrit au moins 4 éditoriales en disant que je suis absolument folle, qu'est-ce que c'est ça, etc. Mais le Laos, il peut se le permettre. Bon. Alors, ils sont des rigolos, mais ils sont dangereux parce qu'ils sont rigolos. Voilà, ils ne prennent pas au sérieux. C'est ça le problème. Alors justement, mais oui. Revenons donc. Imaginons que Papandréou ait fait son référendum. Selon vous, le référendum avait des chances de passer. Et une deuxième question. Une chose frappe beaucoup les opinions en France, mais aussi en Allemagne, parce que de ce point de vue-là, si on regarde les sondages, les Français, comme les Allemands, sont assez réticents, étaient assez réticents. Le reste, d'ailleurs, a aidé la Grèce. Et ce qu'on voit en revanche,
Alors on peut en comprendre les raisons, et justement vous allez les expliquer, que dans les manifestations en Grèce, on brûle les drapeaux européens, alors que quand même les Français comme les Allemands donnent chacun à peu près 5 000 €, ça revient à peu près par tête à 5 000 € pour la Grèce. On brûle les drapeaux européens. La presse appelle la Troïka, qui est là pour contrôler les comptes, les Gauleiter, avec une grande élégance. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette attitude aussi de l'opinion grecque par rapport à l'Europe? Faisons la part des choses. Il n'y a pas 11 millions de Grecs qui brûlent le drapeau européen dans les rues. Il n'y a pas toute la presse grecque qui appelle la Troïka des Gauleiter. Il y en a beaucoup quand même. Il y en a quelques-uns. Et on a d'autres expressions un peu plus gentilles pour les appeler. En fait, je voulais dire ceci. Votre première question, le référendum. Un référendum sur quoi? C'était ça le grand problème de Papandréou. Ce n'est pas le fait de faire un référendum. Tout d'abord, en Grèce, il n'y a pas de tradition référendaire. Le seul référendum effectué dans les derniers 40 ans, c'était en 1974 pour l'abolition de la monarchie et l'instauration de la République. Alors, vous vous rendez compte, si le seul référendum fait en un demi-siècle, c'est d'abolir la monarchie et instaurer la République, le deuxième ne peut pas être, si vous êtes d'accord, pour prendre un prêt de, 100 milliards d'euros. Bon. Alors, il n'y a pas de tradition référendaire. Papandréou, il sort le référendum de sa poche parce qu'il se trouve acculé au mur. Et il faut faire quelque chose. Il croit qu'il faut faire quelque chose. En fait, à la fin, il a fait ce qu'il aurait dû faire dès le début, laisser la place à un gouvernement de coalition. Mais il l'empêche. Il croit qu'il faut faire une chose. Il sort le référendum sans préciser sur quoi ça va être ce référendum. Et voilà, il est tout de suite appelé à Cannes par le président Sarkozy et Angela Merkel, qui lui disent, écoute mon ami, mais qu'est-ce que tu vas faire comme référendum? Il commence à dire, ouais, on va mettre un référendum, on va leur demander si vous voulez l'argent, si vous voulez prendre les mesures économiques et tout ça. Mais je peux vous assurer, si vous faites un référendum, demandez aux gens si vous voulez payer plus d'impôts, il n'y a pas plus de 1% qui va voter pour. C'est pas besoin de faire un référendum. Alors, et voilà, Sarkozy et Merkel lui disent, écoute, si tu veux faire un référendum, d'accord, fais-le, mais alors tu vas demander aux gens, vous voulez rester à l'euro ou vous ne voulez pas rester à l'euro? Parce que c'est ça la question fondamentale. Mais à cette question fondamentale, nous l'avons la réponse en Grèce. La mise à l'appartenance à l'euro n'a jamais mis en doute. Marginalement par le Parti communiste, qui est un parti communiste pas comme le vôtre ici, c'est un parti communiste où Staline est un grand homme politique, qui croit un peu à toute l'Union soviétique, c'est la grande erreur qu'elle est tombée et tout ça. Voilà, c'est un parti communiste 1930. Et encore, c'est le seul parti qui remet en cause l'appartenance à l'euro. Le dernier sondage que nous avons, l'appartenance à l'euro varie entre 83 et 87%. C'est l'unanimité, en fait. Alors, pourquoi faire un référendum sur l'unanimité? Et pourquoi ouvrir une question qui est fermée? Et pourquoi demander aux gens s'ils veulent rester à l'euro lorsqu'on ne les a pas demandé s'ils veulent entrer à l'euro? C'est simple, non? Alors, tout ça avait un manque de logique. Et Papandréou, je crois, il a payé, pas le référendum, ni Sarkozy, il a payé ce manque de logique. Il n'y avait aucune cohérence politique dans ce qu'il proposait. Et voilà, il a laissé la place à d'autres. Pour répondre à votre deuxième question, j'ai l'impression qu'en Grèce actuellement, c'est vrai, il y a danger d'un courant eurosceptique. Pour une raison très simple. Pour toute raison, pour les 3 faillites que je mentionne dans mon article, la deuxième, vous avez bien mentionné la première, qui est la faillite du système politique grec dans son ensemble, droite comme gauche, en fait, les 2 grands partis de gouvernement qui se sont succédés les derniers 40 ans au pouvoir. La deuxième faillite, à mon sens, c'est la faillite des autorités européennes, nationales ou communautaires. Parce que là, avec le rôle prépondérant des Allemands et d'Angela Merkel, ils se sont dit dès le début, ils ont fait le mauvais diagnostic. Ils croient que le problème de l'Europe aujourd'hui, c'est un problème de stabilité budgétaire. C'est un problème de discipline budgétaire. Et non, ce n'est pas un problème de discipline budgétaire. C'est un problème de gouvernance économique. Et le problème de gouvernance économique comporte la stabilité budgétaire, comme comporte en même temps une banque centrale européenne qui joue pleinement son rôle, qui ne soit pas une banque simplement pour émettre des émissions, pour aider les banques. Parce que, voyez-vous, où nous en sommes actuellement? La Banque centrale européenne, elle est responsable de la liquidité des banques, mais elle ne peut pas intervenir à la liquidité des États. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la Banque européenne? Elle prête aux banques à des taux très avantageux. Elle prête aux mêmes banques auxquelles les États recourent pour constituer leur liquidité.
Alors, et les banques, elles sont approvisionnées en liquidité par la Banque centrale européenne à des taux avantageux, et en même temps, ils prêtent aux États à des taux exorbitants, où ils ne prêtent pas du tout. Et ils obligent la Grèce, si elle veut trouver des liquidités, d'aller emprunter à la Slovaquie ou à l'Estonie ou je ne sais pas où. Et on oblige les Slovaques et les Estoniens, de prêter à la Grèce à des taux plus avantageux qu'eux-mêmes, sur lesquels eux-mêmes empruntent au marché pour leurs propres besoins. Ben, ça, c'est un système aberrant, ça. C'est complètement aberrant. Et un des grands problèmes actuels, ce n'est pas donc, à mon sens, la stabilité ou la discipline budgétaire. Vraiment, c'est un problème, la discipline budgétaire. Mais avant tout, c'est un problème de gouvernance économique de l'Europe. Il faut se décider un jour que ce grand ensemble économique, il faut aussi apprendre à le gouverner. Alors justement, tout naturellement... Et on n'a plus de temps. Et on n'a plus de temps. Il Voilà. n'y a plus de temps. Voilà, tout naturellement, maintenant je passe la parole à Jean Leonetti. Donc, est-ce que justement on n'est pas toujours en retard par rapport à l'accélération des événements pour instaurer ce gouvernement économique de la zone euro? Et deuxièmement, pour en revenir à la cure qui est faite en Grèce, comme par ailleurs aussi au Portugal ou en Espagne, est-ce que la cure n'est-elle pas en train de tuer le malade? Alors il va peut-être être guéri, mais... D'abord sur la rapidité, on ne peut pas avoir l'immense avantage d'avoir 27 États démocratiques et ensuite reprocher de ne pas consulter démocratiquement les peuples. Oui, quand Angela Merkel dit oui, elle va vérifier au Bundestag et elle le fait voter avec une partie, une période d'angoisse. Est-ce qu'ils vont le voter? Est-ce qu'ils ne vont pas le voter? Nicolas Sarkozy, quand il dit oui, il passe devant le Parlement et il passe devant le Sénat. Ça va plus vite. Avec un système qui est différent et qui fait que comme il n'y a pas une coalition et que la Ve République fait émerger des majorités fortes, le problème est moins angoissant sur le résultat. Mais oui, on passe par l'ensemble des peuples. Et puis il y en a un qui dit, et moi peut-être je ne le ferai pas, et la Slovaquie se pose des questions. Et oui, c'est des démocraties. Et le temps du spéculateur n'est pas le temps de la démocratie. Et c'est la raison pour laquelle il faut se poser la question de dire comment on passe à une étape supplémentaire d'intégration qui permet une plus grande réactivité tout en gardant un ancrage démocratique. Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, en Grèce, l'euroscepticisme augmente, il augmente en Allemagne, il augmente en France, et même si l'immense majorité des Français, des Allemands, des Grecs continuent à dire on veut rester dans l'Europe, on veut rester dans l'euro, en même temps, on voit bien que quand même des voix s'élèvent pour dire et si on revenait au franc, et si on revenait à la drachme, mais si on revenait au Deutschmark. Et donc, un des pays les plus européens, c'est le peuple allemand. Et que vous entendiez aujourd'hui des députés allemands, toutes tendances confondues, qui s'interrogent, et des éditoriaux, et une presse qui dit est-ce que vraiment on a bien fait de faire l'Europe et de rentrer dans l'euro, ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Donc le débat aujourd'hui, le vrai débat, comment je fais pour passer à une étape suivante européenne sans pour autant me détacher de l'assentiment du peuple. Alors je peux faire un référendum partout, sauf comme vous l'avez très bien dit, on répond souvent dans un référendum plus à celui qui pose la question qu'à la question posée. Et la question posée est souvent assez floue. Et dans une période de crise, la tendance est à l'égoïsme et au repli. C'est une constante dans l'histoire des peuples. Et donc à ce moment-là, on va dire, vous souffrez, est-ce que vous voulez continuer à souffrir avec l'Europe ou vous voulez une autre voie? Et j'ai bien peur que la réponse soit une réponse aux politiques qui ont échoué ou aux stratégies politiques qui ont échoué ou aux hommes et aux femmes politiques que l'on veut éventuellement éliminer, plus que la réponse fondamentale. Et donc, on a aujourd'hui cette difficulté. Il faut aller vite, parce qu'on sent bien que le spéculateur met en joue successivement chaque pays pour les pousser à
pour avoir une rentabilité extrêmement rapide. Et en même temps, de l'autre côté, il faut repopulariser l'Europe pour dire c'est notre destin commun. Et ceux qui, comme moi, sont des Européens convaincus, on ne peut pas non plus dire, écoutez le peuple, discutez pas là, vous allez voir, nous on sait ce qu'il faut faire, on va faire une intégration supplémentaire. Et puis un jour on se retrouvera, l'Europe ne sera pas populaire, elle sera populiste, et le jour où elle est populiste, il n'y a plus d'Europe. Voilà l'enjeu d'aujourd'hui. C'est un bel enjeu, c'est un enjeu qui dit, je veux rendre l'Europe populaire, et pour la rendre populaire, je suis dans une stratégie qui consiste à dire, je dois réagir, et je me bats, je suis en guerre contre un monde dans lequel la stratégie, un capitalisme financier a envahi et presque détruit un capitalisme économique et le spéculateur est en train de gagner sur l'entrepreneur. Eh bien, si on veut essayer de garder un modèle qui est un idéal, qui est le modèle européen, on doit passer à l'intégration, mais on doit en même temps convaincre l'ensemble des peuples que ça ne se fait pas contre eux et qu'en même temps, il n'y a pas un peuple qui décide contre un autre. J'ai vu des caricatures sur une presse grecque dans lesquelles on présente Angela Merkel en Asie. C'est à la fois insupportable, mais ça traduit aussi cette inquiétude d'avoir un ou deux ou trois peuples européens qui dictent la loi aux autres. Et pourtant, si demain la France, l'Allemagne ne discutent pas ensemble, ils ne pourront pas entraîner les autres peuples. Et pourtant, demain, si l'Italie était en grande difficulté, probablement l'Europe et la zone euro ne s'en remettraient pas. Et donc, vous voyez que là aussi, il y a une contradiction. Parce que quand la France et l'Allemagne ne se réunissent pas, on dit mais qu'est-ce qu'ils attendent ? Enfin, ils ne voient pas qu'il y a le feu dans la maison. Et quand ils se réunissent, on leur dit demandez un peu l'avis aux autres quand même, parce qu'il y a quand même 17 peuples qui ont choisi l'euro, il y en a 27 qui ont choisi l'Europe. Eh bien, cette contradiction-là, il faut qu'on l'assume, et qu'on l'assume en toute clarté. Oui, il nous faut plus de discipline et plus de solidarité, et il faut en même temps qu'on soit capable de porter une culture et une civilisation basée aussi sur la croissance. Et ça ne se limite pas uniquement à un problème financier, c'est aussi un problème politique. Et donc, ce problème politique, la France, elle a une chance, c'est qu'elle a une élection dans pas longtemps. Et donc, l'Europe ne pourra pas s'échapper du débat. Parce que généralement, dans une élection présidentielle, si vous lisez les grandes thématiques, vous n'y trouvez pas l'Europe. Ben, je crois qu'aucun candidat à l'élection présidentielle se permettra le luxe d'éviter le sujet européen, parce que tout le monde a compris qu'il est important. Eh bien, au moins le peuple français, lui, il va choisir, au travers d'un candidat, il va choisir quand même un modèle européen, et j'espère que chacun le dira avec clarté, et que comme ça, le peuple, pas sur un référendum dans lequel on répond oui à non à une question complexe et peut-être à une personne, là, ben, il y aura un engagement. Et cet engagement, à mon avis, il est majeur pour l'avenir de notre pays et pour l'avenir des autres pays européens. Merci. Alors, je vais relancer la question à Dora Bakoyannis. Tout à l'heure, vous aviez évoqué les responsabilités de la classe politique. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, justement, à propos de ce que disait le ministre dans le débat sur l'Europe, la nécessité d'un débat sur l'Europe, ou comment relancer l'Europe, est-ce qu'il n'y a pas, d'une certaine façon, en Grèce, un peu une carence aussi dans la société, disons, d'interrogation sur elle-même, sur qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années, sur comment des années et des années de fonds européens, disons depuis, on permet à la Grèce de vivre sur un très grand pied, en même temps sans que nécessairement l'économie réelle suive. On a vu par exemple qu'un pays comme l'Irlande, où il y a eu la même crise, à peu de choses près, il y a eu une espèce d'interrogation générale de toute la société. Où est-ce que nous nous sommes trompés ? Est-ce qu'il ne fallait pas ? Est-ce qu'on n'a pas fait l'erreur d'abandonner nos valeurs habituelles, nos valeurs ancestrales qui étaient celles du travail, de l'effort, de la solidarité, de la communauté et tout ? Est-ce qu'il y a un tel débat en Grèce, aujourd'hui, au niveau de la société ? Et deuxième chose, est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans ces plans d'austérité, des grandes injustices ? Une chose frappe beaucoup les Français. Bon, l'Église ne paye pas, bien qu'étant ayant un grand patrimoine immobilier, et surtout les armateurs,
qui est une chose, il y a eu beaucoup d'articles là-dessus, nous-mêmes dans Libération. Mais voilà, c'est quand même, alors il y a aussi, je vais les expliquer, de bonnes raisons pour ça, mais c'est quand même frappant que les armateurs qui sont avec le tourisme avant ou juste après le principal... la principale entrée budgétaire, la principale, disons, un des piliers du PNB grec, sont, de par la Constitution, exonérés fiscalement. Oui, c'est pas exactement comme ça. Bon, est-ce qu'il y a un débat dans la société? Il y a un débat dans la société. Est-ce qu'il y a un débat public? Beaucoup moins. Malheureusement, le débat public est en dessous des réalités aujourd'hui. Alors encore en Grèce, c'est un débat très populiste. On a inventé en Grèce la démocratie, mais en même temps, on a inventé le populisme. Et là, c'est vrai qu'on est les premiers. Donc, encore aujourd'hui, le débat public, si vous entendez le débat des partis, c'est un débat qui, pour moi, très très souvent, je me sens dans un autre monde. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils disent maintenant? C'est une discussion qui n'a aucun sens, mais aucun sens et aucune logique. Mais ça porte des votes. Donc, c'est un débat encore pas au niveau qu'on le voudrait. Et il y a un sondage en Grèce qui a été fait. Qui est responsable pour cette situation? Alors, ce qu'on s'y attendait, c'était que la classe politique sont 50%. Et ce n'était pas le cas. C'était 78%, nous tous. Ouais. Ce qui montre que le peuple est beaucoup plus mûr que sa classe politique et que sa presse aussi. Mais non, je vous assure. Et mon ami Jean n'aimera pas, mais c'est le cas. Donc, et maintenant, est-ce qu'il y a des injustices? Il y a des injustices horribles. Et c'est ça qui me fait le plus grand souci. Parce que quand vous demandez à un peuple de payer tous, bon, il se dit à la guerre comme à la guerre, on doit payer. Mais quand il voit qu'il y a des injustices immenses, alors là, il se révolte. Alors, première injustice, la classe politique. La classe politique ne paye pas. Les partis politiques grecs, aujourd'hui, les grands partis, doivent aux banques 120 millions d'euros. Et encore, aujourd'hui, il y a 15 jours, ils ont emprunté de l'argent des banques, tous les partis politiques, quand si vous êtes un entrepreneur grec, essayez aujourd'hui d'aller à une banque, même si vous êtes un entrepreneur magnifique, vous n'aurez pas d'argent. Parce que les banques n'ont pas d'argent. Mais ils ont de l'argent pour les partis politiques. Donc, pas une très bonne idée. Deuxièmement, et encore aujourd'hui, les coûts, tout ce que les Grecs doivent payer pour tout le gouvernement est immense. Nous, on a un gouvernement de 49 personnes aujourd'hui en Grèce, les Italiens de 60 millions, un gouvernement de 15. Mais 49 personnes avec l'entourage, c'est pas le bon exemple aujourd'hui. En France même, c'est pas plus de 45. Le gouvernement, c'est combien, monsieur le ministre? Le gouvernement français, c'est une cinquantaine de personnes maximum, non? Dans un pays qui est 7 fois la Grèce. 25 ministres et il doit y avoir 9 ou 10 secrétaires d'État. Donc, bon, moins que la Grèce. Moins que la Grèce. Et on est quand même plus nombreux. Un peu plus nombreux, oui. Et donc, il y a un problème. Avec les armateurs, j'étais à Palermo hier et on parlait avec l'ex-premier ministre irlandais. Donc, la question du forum était, encore une fois, les armateurs grecs. Bon, les armateurs grecs donnent à l'économie grecque 15 milliards d'euros, 1 milliard de plus que le tourisme. Mais on a un problème réel. Le problème réel, c'est que les bateaux
peuvent partir. Donc les bateaux peuvent changer de drapeau en mer. Donc les armateurs grecs ont un business qui peut être dans tous les paradis fiscaux du monde. Donc ce qu'on essaye comme gouvernement, c'est de prendre le plus qu'on peut prendre d'eux, mais de ne pas les laisser partir, parce que s'ils partent, on paye, on a moins 15 milliards d'euros, on ne peut pas se permettre ça. C'est ça le problème. Quand les Anglais ont changé leur loi, dans 24 heures, les armateurs sont partis du City. Alors, ils ont dû rechanger leur loi. C'est ça le problème avec les armateurs grecs. Mais le grand problème aujourd'hui, c'est qu'en Grèce, on n'a pas pu vraiment faire les Grecs payer leurs taxes. Donc, il y a les mêmes qui payent les taxes, et ce sont les gens qui ne peuvent pas qui ne peuvent pas frauder, voilà. Et c'est ça le problème de justice, en fait. Et là, on a échoué. Et à mon avis, on peut changer le système, parce qu'il y a des exemples au monde où, dans les sociétés comme les Grecs, ils ont pu vraiment changer le système et prendre les taxes. Mais pour le moment, ça n'a pas été fait en Grèce. Et à mon avis, c'est le plus grand problème qu'on a, parce que c'est un problème de justice. Alors justement, je vais rebondir avec ça avec Yanis Platanidis. Alors d'abord, vous n'êtes pas choqué, vous, personnellement? Alors, bon, l'argument de Zora Bakoyannis est juste, les armateurs peuvent partir. Mais il n'y a pas quand même un patriotisme? Vous êtes quand même... Les armateurs. Oui, ils devraient quand même. Et deuxième chose, à propos de Vous ce que disait... pensez que peut-être patriote, un type qui peut changer de drapeau dans 24 heures? Mais justement. Ils ne sont pas. Ils ne sont pas. Ils ne payent pas. Ils sont simplement des radins, c'est tout. Ils n'ont jamais mis la main de la poche en Grèce. Voilà, c'est simple, il faut le dire. Ce sont des gens... Mais c'est quand même dur d'imposer des sacrifices aux gens alors que Tout à fait injuste. Tout à fait injuste. Et provoquant. Et provoquant, je dirais. Provoquant. Mais malheureusement, l'argument que Zora Bakoyannis a bien développé, c'est que ces gens-là, si on veut leur prendre l'argent, ils prennent l'argent et ils partent. J'imagine, je ne suis pas responsable, je ne suis pas spécialiste de la fiscalité, j'imagine qu'on peut trouver un moyen de leur mettre la main dessus. Vraiment, je n'en sais rien. Je ne peux pas le dire. Et pour en venir à la question de la fraude fiscale, par exemple, en Italie, un des projets du gouvernement de Monti, parce qu'en Grèce, il y a une économie grise ou noire on évalue 30% à peu près. Bon, en Italie, c'est peut-être un peu moins, mais plus ou moins pareil. Donc, un des projets de Monti, c'est d'interdire tout paiement en liquide de plus de 300 euros. On l'a déjà fait. On a déjà fait ça en Grèce. Et ça a raté? 500 euros. Non, 1500. 1500. Et alors? Ouais, c'est la même chose. Écoutez, non, mais ça n'a pas marché. Si vous imposez... Qu'est-ce qui se passe actuellement en Grèce? C'est comme la pendule. Avant, personne ne payait d'impôts. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a surchargé en 2 ans, on a fait une surimposition incroyable. La pendule est allée à l'autre bout. Maintenant, avant, on faisait de la fraude fiscale parce que personne ne demandait de compte. Maintenant, on fait de la fraude fiscale parce que ça vaut la peine. Vous voyez, c'est simple. Alors, lorsqu'on met plus d'impôts, c'est pas qu'on va prendre plus de recettes fiscales. Ça, c'était la fois dernière. Mais là, je vais dire un mot sur la presse. Je ne vais pas le laisser. Vous savez, Harry Truman disait que vouloir gouverner et se plaindre de la presse, comme si c'est vouloir traverser l'Atlantique et se plaindre de vagues. Il y a la presse comme il y a les vagues. Mais à ce que je sache, ce n'est pas la presse en Grèce qui a porté la dette publique en 160% du PNB, ni c'est la presse qui a porté le déficit budgétaire à 15,6% du PNB. Malheureusement, ce sont le gouvernement et les hommes politiques qui gouvernent. On peut avoir une bonne ou une mauvaise presse, ça c'est secondaire devant avoir un bon ou un mauvais gouvernement. Ça, je crois, c'est l'essentiel. Et ceci étant dit, démocratie, c'est un mot grec, j'aimerais dire, mais démagogie aussi, c'est un mot grec. Ce sont 2 mots. La démocratie a fait naître la démagogie. Et dans la démocratie, il y a toujours de la démagogie. Bienveillante, peut-être. La petite démagogie préélectorale, les hommes et les femmes politiques doivent savoir quelque chose. Une petite promesse par là, une petite acculade de l'autre côté, mais
il y a aussi une malveillante démagogie, c'est de ne pas laisser les gens voir le problème. En 2009, aux élections électorales en Grèce, le gouvernement qui vient de tomber, le gouvernement de Papandréou, il a fait campagne au slogan « De l'argent, il y en a ». Alors, le pays était au bout du gouffre. Le pays n'avait pas à payer les salaires et les retraites. Et la campagne électorale portait sur le slogan « De l'argent, il y en a ». Ça, c'est moi je l'appelle de la démagogie malveillante. Parce qu'il ne permet pas aux gens de voir le problème en face. C'est ça le problème. Et j'ai l'impression que, encore que le populisme dont disait M. le ministre, c'est un grand danger actuel pour l'Europe. Il y a aussi un deuxième danger. C'est de créer une Europe loin du peuple qui la compose. Je reviens un peu, permettez-moi, à cette attitude des Allemands. Vous avez parlé de caricatures de Merkel dans la presse grecque. C'est vrai, elles sont exagérées, elles sont vraiment insupportables la plupart. Il n'empêche, quelle est l'attitude des Allemands dès le début? Il y a 2 ans. Ils pensent que c'est un problème de punition de l'enfant qui a été indiscipliné. Voilà. La Grèce est un pays indiscipliné, habité par un peuple indiscipliné. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur apprendre la discipline pour les punir. Voilà, c'est comme les pompiers qui laissent brûler la maison pour apprendre aux enfants qu'il ne faut pas jouer avec les allumettes. C'est ça. Et pendant 2 ans, on laisse brûler la maison, parce que la maison, c'est l'Europe. On laisse brûler la maison parce que les enfants jouent avec les allumettes et puis les pompiers disent qu'il faut les punir. Toute réaction allemande pendant 2 ans, et parfois non seulement allemande, mais aussi d'autres pays européens, c'était des réactions moralistes. Mais alors les problèmes économiques ne sont pas résolus par des réponses moralistes. Les problèmes économiques sont résolus par des réponses économiques. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Écoutez, je pense que Yanis a magnifiquement lancé les choses pour introduire le débat. Donc maintenant, la parole est à vous. Il y a des micros qui circulent. Une main s'est levée là. Attendez, le micro arrive. Il fait un peu de temps. Et le monsieur là, voilà. C'est pas grave. Il avait été le plus rapide. À vous écouter avec intérêt, on peut être un peu inquiet, puisque vous nous avez décrit un peuple grec qui veut continuer à participer à la zone euro, mais qui a une culture en même temps de la fraude fiscale. Vous nous avez décrit une classe politique qui a failli depuis 30 ans, mais qui est au pouvoir aujourd'hui pour appliquer l'austérité. Et donc ma question porte sur, au fond, la légitimité démocratique. Comment faire en sorte que les Grecs aujourd'hui consentent ou ne consentent pas à ce qui leur est demandé? Vous nous avez expliqué, monsieur, que le référendum aurait été inutile parce que ça aurait été non à l'austérité et oui à l'euro. Il doit y avoir normalement des élections législatives prochaines si elles sont ainsi adoptées, et on va avoir pour les Grecs une classe politique, droite et gauche confondues, qui apparemment va défendre à peu près les mêmes thèses. Donc on se demande à quel moment les Grecs et sous quelle forme pourront-ils exprimer véritablement leur soutien ou non à ces politiques qui leur sont proposées, car, vous le savez bien, sans légitimité démocratique, ça ne va pas être très facile à faire. Merci beaucoup. Dora ou Dora, Vous avez raison, ce n'est pas une question facile à répondre. Mais en fait, on aura des élections au mois de mars, probablement. Ce qui est très important, c'est que les partis grecs ne pourront plus cacher la réalité. Donc, ils doivent se présenter, pas comme dans les élections de 2009, pas comme il y a 1 an et demi, où on avait la droite grecque qui a dit non au plan de l'austérité, non à tout, etc., pendant 18 mois, et qui maintenant est obligée de signer et d'appartenir à ce gouvernement. Donc maintenant, les partis politiques grecs sont devant la réalité.
Et je ne crois pas, et j'espère que la presse que Yanis veut défendre, c'était la presse qui attaquait chaque décision qui était une décision d'austérité. C'était cette presse-là. Donc, la presse a ses responsabilités aussi, à mon avis. Mais la presse aussi, j'espère, ne laissera pas les hommes et les femmes politiques de se présenter aux élections sans leur demander exactement quelle est leur position. Parce que ça sera très important pour les prochaines élections. Et je veux vous dire quelque chose, si on échoue à cette phase-là, ça sera très, très difficile pour la Grèce. Et c'est très, très clair que le peuple doit prendre ses décisions. Il y aura une gauche assez forte en Grèce après ces élections, plus forte qu'aujourd'hui. Mais les autres partis qui se présentent comme des partis de gouvernance ont des responsabilités de dire aux Grecs exactement ce qu'ils vont faire le jour après les élections. Alors on va voir. Yanis, un mot rapide. Bon, non, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a un problème de légitimité démocratique dans tout ça. Je viens de vous décrire avant qu'il y a nous vivons avec un Parlement dominé par un parti qui fut élu il y a 2 ans avec le slogan « De l'argent, il y en a ». Et voilà ce qui s'est passé en 2 ans. Mais c'est le même Parlement, il n'a pas changé depuis. Alors voilà, c'est un problème énorme de légitimité démocratique. C'est un problème d'un gouvernement qui a fait une politique tout à fait contraire de ce qu'il promettait. Je ne dis pas s'il a bien fait ou mal fait, je ne juge pas, mais je dis quand même qu'il fait une politique qui est complètement l'opposé de ce qu'il avait promis avant les dernières élections. Donc il faut légitimer ce processus. Moi je veux bien que nous sommes au bord du gouffre, ou sinon plus loin, et je veux bien qu'il faut changer, qu'il faut appliquer ce programme d'ajustement, encore qu'à mon sens, et c'est non seulement à mon sens, mais au sens d'Angela Merkel aussi, il a complètement échoué, elle a avoué ça au Bundestag il y a 3 jours. Moi je veux bien qu'il y ait ce programme d'ajustement qui existe, et je veux bien qu'il faut mener cette politique, que l'on discute, aucun problème. Et voilà, il faut légitimer cette politique. J'espère que ça va se faire aux élections dans 2 ou 3 mois, ça sera février ou mars, plutôt mars. Et j'espère que le parti, comme Dora Bakoyannis vient de dire, vont pas recommencer à dire de l'argent il y en a, et vont présenter véritablement les problèmes aux électeurs. Et pour la presse, on peut descendre aussi aux élections si vous voulez, enfin on peut participer. J'espère qu'on votera pour nous, mais autrement on n'entre pas au gouvernement. Mais voilà, il n'y a pas, vous savez, chers messieurs, je crois qu'en démocratie, il n'y a pas d'autre moyen de légitimer le politique. Il faut aller aux urnes. Il n'y a pas d'autre moyen. Et je crois qu'on ne peut pas faire l'économie des urnes. Voilà, avec tous les inconvénients que ça peut comporter. Il y avait le monsieur au... Bonjour à tous et à toutes. De la part des jeunes Grecs qui habitent à Lyon, j'aimerais bien faire une intervention qu'on a préparée. Alors, écoutez, soyez très bref, parce que c'est plutôt des questions. Ouais. Donc, en tant qu'étudiant et travailleur grec de Lyon, on voudrait exprimer notre étonnement sur le fait que Libération, un journal historiquement de gauche, ait invité ces 2 personnes de parler de la situation actuelle en Grèce. Pour nous, mais aussi pour une grande partie de la société grecque, il s'agit de 2 personnes qui représentent la politique qui a amené le pays dans l'impasse dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Vu que le sens de la démocratie en Grèce se rétrécit de plus en plus et que la voix du peuple n'est plus entendue, nous intervenons aujourd'hui en exprimant notre mécontentement et notre opposition sur les événements politiques qui se déroulent en Grèce. En ce moment, un nouveau front néolibéral s'est créé dans le pays après la formation du nouveau gouvernement de coalition entre les partis socialistes de droite et de l'extrême droite, qui est soutenu par les grands médias. Les 2 invités d'aujourd'hui représentent bien ce front néolibéral. D'un côté, vous avez M. Pretederis, présentateur d'un journal télévisé qui se positionne systématiquement contre tout type de manifestation contestataire et qui évidemment soutient les décisions du gouvernement du PASOK. L'équipe du journal télévisé que M. Pretederis représente n'hésite pas à manipuler les images comme bon lui semble. De courts exemples, le 17 novembre a eu lieu une manifestation relativement calme. Or, lors du reportage couvrant cette journée,